C'est une manchette qui en a fait sursauter certains ce matin dans le Journal de Montréal. Des massages dans les écoles, des massages que les jeunes se font entre eux ou sont formés pour se faire entre eux. En fait, il y a une organisation, la Massage in School, Massage à l'école Association, une organisation plus large qui a une aile québécoise. Et c'est eux qui ont cet intérêt, cette initiative d'implanter ça dans les écoles. Là, on ouvre la porte un peu dans le toucher, c'est-à-dire que tout le monde rentre dans la bulle de tout le monde. Ouais, on vient transcender un peu cette barrière, cette frontière-là. Puis aussi, c'est certain que ça peut déclencher chez certains élèves des visualisations ou des imageries ou des effets secondaires finalement suite au massage, au toucher, tout ça. On a vraiment un plat ici. OK. Attends, je vais voir. Maintenant, j'aimerais que tu fasses la promo de l'émission. Fais la promo ici de l'émission. Ne manquez pas les recettes pompettes avec Xavier Dolan. AV. Ça va pas avec notre éducation, hein? Voilà! On est rendu à notre montage. À notre montage. On finalise notre recette. Hey! Bon, l'augmentation du tarif de péage sur l'autoroute 30 ne fait pas l'unanimité. On vous en parlait d'ailleurs la semaine passée. Et cette hausse est dénoncée par plusieurs utilisateurs. Mais ce qu'il y a de particulier dans ce coin-là, Marie-Laurence Delaney, c'est que même les véhicules d'urgence doivent payer. Comme les ambulances et les pompiers. Les ambulances et les pompiers doivent payer, par exemple, 3,70 $ pour traverser le péage, donc pour l'aller et pour le retour. Le péage de l'autoroute 30, parce que c'est pas comme ça pour l'autoroute 25. L'autoroute 30, c'est bien sûr celle qui relie, encore une fois, Vaudreuil-Dorion et Valleyfield. Oui, on vous en avait parlé la semaine dernière. Donc, ils doivent payer ce montant. Comme les véhicules policiers, les véhicules de Transport Québec, nous, on offre un service à la population qui, ultimement, là, est payé par le gouvernement. Donc, c'est un petit peu de prendre de la poche droite pour mettre dans la poche gauche. On a de la misère à s'expliquer un peu là, ce phénomène-là, en fait. Nous, on s'interroge beaucoup sur les sommes qui sont investies dans les soins préhospitaliers d'urgence. Il y en a de l'argent dans les soins préhospitaliers d'urgence, mais on constate qu'ils vont plus en profit au niveau des compagnies ambulancières plutôt que d'aller en service à la population. Maintenant, je vous ai parlé vendredi de l'histoire de cette jeune fille qui suit son cours de conduite, cours pratique. Elle est dans l'auto avec son prof et elle est interceptée par une policière qui lui remet une contravention. Et ça a beaucoup réagi, des gens qui n'en revenaient pas en disant « Elle est en train d'apprendre, c'est quoi l'idée de lui donner une contravention? » Puis là, la contravention est de combien? Est de 100 $. Mais là, tu as un permis temporaire? Oui. Est-ce qu'elle aurait pu te l'enlever? Ben c'est ça. Elle me dit que, vu que j'avais l'air d'une bonne personne puis que ça n'avait pas l'air d'une attention intentionnée, qu'elle ne m'enlèverait pas mon permis, mais qu'elle me donnerait une contravention de 100 $ comme étant un avertissement. Compte tenu de tout ce qui se passe autour en termes d'événements et de nouvelles, j'ai tout simplement pris la décision de retourner à la pratique médicale, ce que j'adore. Je démissionne en tant que ministre et également en tant que député. Je lui souhaite bonne chance. Je sais d'abord qu'il est un excellent médecin, donc il y a des bonnes nouvelles pour plusieurs patients aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Bon, il y a aussi cette prime de 155 000 $, une prime, une indemnité de départ à laquelle il a droit, en fait, M. Bolduc. Mais Amir Kadir de Québec solidaire disait aujourd'hui qu'il devrait la refuser. Daniel? Et il a l'air un peu mesquin là-dedans parce que, souvenez-vous, il y a deux députés, un caquiste, Christian Dubé, qui est parti à la caisse et qui a renoncé à son indemnité. Même chose pour Hélène Zakaïeb du PQ. Alors lui, il a l'air de vouloir avoir le beurre, l'argent du beurre. Et il y a un journaliste de la presse canadienne aujourd'hui qui a calculé qu'en tout et partout, tout bien compté, M. Bolduc avait touché quelque chose comme 1 million de dollars de deniers publics au cours des 2 dernières années. Dans les Swiss Leaks,
Est-ce qu'il y a des Canadiens, des Québécois? Quelques centaines, oui. Quelques centaines. Mais au fond, c'est pas étonnant. Parce que, selon Statistique Canada, il y a 170 milliards de dollars de la part d'entreprises canadiennes dans les paradis fiscaux. Bon, ça, c'est juste les entreprises. Ils ont des entreprises d'après Statistique Canada. Mais Statistique Canada, c'est comme nous. C'est comme n'importe quelle instance gouvernementale. L'agence n'a pas les moyens d'enquêter. Alors, comment elle arrive à ce chiffre-là? Elle est soumise aux données que veulent bien divulguer les entreprises. Et donc, elle fait le calcul et elle dit, selon les entreprises, en fait, c'est ça qu'il faudrait dire, c'est ce qu'il faut comprendre, il y a 170 milliards de dollars. Traduction, il y a plus de 170 milliards cachés là-bas. C'est un plancher, évidemment, parce qu'on sait qu'il est facile d'inscrire des fonds dans les paradis fiscaux sans les déclarer et qu'il est extrêmement difficile, ça peut prendre 2 ou 3 ans, parfois seulement, à avoir le relevé d'un transfert bancaire qui aurait été fait en quelques secondes. Donc, pour les instances gouvernementales, c'est très dur de suivre. Un peu partout en Occident, le Québec, le Canada sont inclus là-dedans. On nous dit qu'on n'a plus les moyens pour ces programmes sociaux. On n'a plus les moyens pour un tas de trucs. Est-ce que c'est simpliste de faire un lien entre pas de paradis fiscaux, pas d'austérité? Ben, c'est un enchaînement logique, bien évidemment. Je veux dire, quand on voit à quel point il est facile pour les entreprises de transférer des fonds dans les paradis fiscaux, de sorte qu'ils ne soient pas imposés, on voit bien qu'il y a un manque à gagner. Je suis allé faire une conférence dans une commission scolaire. On me disait que dans les écoles primaires, il n'y a plus de savon dans les toilettes. Ici au Québec. Ici au Québec. Je veux dire, on a appris récemment qu'on a demandé à un itinérant de déclarer les poignées de cents qu'il s'humiliait à les chercher parce qu'il recevait de l'aide sociale, ainsi de suite. On a dit aux étudiants, il y a quelques années, en 2012, que s'ils faisaient un effort, leur juste part, le gouvernement allait donc investir dans les universités. Il coupe à la tronçonneuse actuellement. Danny Michaud, bienvenue à Tout le monde en parle. Bien, merci de l'invitation. Le 12 février prochain, Moisson Montréal, la plus grande banque alimentaire du Canada, va souligner son 30e anniversaire. Moisson Montréal, c'est une entreprise d'économie sociale qui redistribue chaque année à 230 organismes plus de 13 millions de kilos de denrées et autres produits essentiels. En 2015, au Québec, qui souffre de la faim? Vous savez, le visage change, la faim. Hein? Oui, on a vu vos pubs. Bien, et ça représente, je pense, très bien la réalité d'aujourd'hui, malheureusement. La nomenclature de la pauvreté, si je vous la fais, au premier rang, 60 % sont des gens sur l'aide sociale. Au deuxième rang, c'est le travailleur à faible revenu. Au troisième rang, ça se trouve être les personnes âgées. Et c'est seulement au quatrième rang qu'on trouve l'itinérance. Et pourtant, l'image qu'on a souvent de cette pauvreté-là, c'est de dire, bien, c'est l'itinérance. C'est celle qui est visible. Hein? Et pourtant, c'est pas celle-là qui est la plus importante. Elle est très importante. Mais quand on fait la nomenclature, on se retrouve vraiment avec des gens qui sont aussi des travailleurs. Prenez seulement le salaire minimum, 10 et 35. Faites-le fois 35 heures. Enlevez ce qu'il y a d'impôts et compagnie, il reste quoi? 300 $ environ par semaine. Le loyer moyen à Montréal est entre 700 et 900. Ça prend 3 payes. Si vous payez tous les extras qui restent à côté, l'électricité ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui vous reste pour vous nourrir? C'est rien. Et là, on parle d'une personne, mettez une famille, même si les deux travaillent au salaire minimum, ça va être complètement difficile. Alors, de plus en plus, ces gens-là vivent cette réalité-là. Moi, je vous dirais que ce que pense la majeure partie des musulmans, c'est que l'État islamique, c'est une création des Américains. Et c'est ce que je crois personnellement. Mais je n'ai pas, c'est ça, je n'ai pas à l'exposer publiquement. Ce que je crois, madame, c'est que Bush est entré en Irak pour détruire un pays et ça conduit à un schisme profond dans la société irakienne, à une opposition armée entre sunnites et chiites, et ça profite aux gens qui gouvernent, les maîtres du monde, comme les appelle Noam Chomsky, qui sont en train de spolier les richesses de ces pays-là. Alors c'est ce que je crois. Vous voulez savoir ce que moi je crois? Qui décapite? C'est ce que je crois. Qui décapite? Pourquoi vous dénoncez pas les Ces gens-là ces gens-là, ce sont des gens qui pratiquent ce que leur maître leur demande de faire. C'est qui ces gens? Qui achète ce pétrole?